Alors, je vous ai dit, on a eu bien plus que une seule fois Colin Powell avec sa petite fiole et son mensonge sur les armes de destruction massive qui devait justifier l'attaque, l'agression des États-Unis, le vol du pétrole, le fait de plonger l'Irak dans un martyre. Il y a eu des millions de victimes à cause des mensonges de Powell. Ce qui est effrayant, c'est que quand il est mort, là, il n'y a pas longtemps, nos médias nous ont dit, ben ça, c'était un gentil Américain, à part cette petite erreur, on l'a manipulé, et c'était un gentil Américain, et en fait, il aurait dû être président, et des choses pareilles, alors qu'en réalité, c'est quelqu'un qui a trempé non seulement dans la guerre d'Irak, dont il était consciemment coupable, mais aussi au Salvador, protéger les crimes des escadrons de la mort, au Vietnam, un peu partout. C'est un criminel de guerre qui aurait dû juger, étant nos médias, on nous le présente comme un brave Américain. Et donc, dans l'affaire de l'Irak, il n'y a pas eu que 2003, il y a eu les mensonges de 1991 avec l'affaire des couveuses. Euh, on le sait maintenant, ça a beaucoup circulé, c'est quelque chose que j'avais révélé dans mon livre Attention médias, les médias mensonges de la guerre du Golfe. J'avais expliqué qu'il y avait eu beaucoup de médias mensonges, que les journalistes étaient à l'époque embedded, comme on disait, intégrés dans l'armée et ils ne voyaient et ne montraient que ce que l'armée nous montrait. Et pour justifier la guerre, l'entrée en guerre des États-Unis et de l'Europe, je le rappelle, on a présenté cette jeune fille ici qui témoignait en disant voilà, je suis une infirmière, elle avait 15 ans, je viens de Koweït City occupée par l'Irak et dans la maternité où je travaillais, les soldats irakiens ont jeté par terre 314, elle était très précise, bébés, et ils ont emporté les couveuses à Bagdad et j'ai vu les enfants dans des couveuses qui mouraient, c'était horrible, etc. Elles pleurent, tout le monde pleure. Ça se trouve dans les discours de Bush le père, dans les discours de Mitterrand, dans les rapports d'Amnesty, et tout le monde dit oui, quand même, il faut faire quelque chose pour arrêter ça. En réalité, cette jeune fille n'était pas plus infirmière que vous et moi, c'était la fille de l'ambassadeur des États-Unis à Washington, son témoignage avait été arrangé par une firme de relations qui s'appelait Hill Knowlton, c'était un mensonge total. Quand les journalistes, après la guerre, sont allés à Kuwait City, ils ont évidemment visité la maternité à la recherche d'un scoop et les docteurs leur ont dit « mais non, il ne s'est rien passé, nos couveuses, elles sont là ». C'était une invention totale. Il y en a eu beaucoup d'autres à l'époque. Dans le livre Attention médias, ben, j'avais fait la collection des images de tout ça. J'avais montré aussi une image de Patrick Poivre d'Arvor et de son assistant monteur sur la soi-disant marée noire, avec Michel Chevalet à l'époque. Je vais retourner à l'image entière, comme ça vous le verrez un peu mieux. Voilà. Et donc ici, on nous montre un cormoran, les ailes engluées de mazout, qui est en train de mourir sur une plage. Et on dit, voilà, Saddam Hussein a ouvert le robinet du pétrole, il a délibérément assassiné ces pauvres oiseaux. On était dans la grande vague écologique à ce moment-là. Donc voilà une raison de plus. Les Verts, ils étaient beaucoup dans les manifestations pour la paix encore à ce moment-là. Malheureusement, après, ça a dégénéré. Et cette image-là était censée nous convaincre que vraiment il fallait faire la guerre à Saddam. Cette image était complètement fausse. Elle datait pas de la guerre du Golfe, où il n'y a pas de cormorans à cette saison-là de l'année en plus. Et Chevalet, pour Poivre d'Arvor, avait été chercher tout simplement des images d'archives d'un navire, l'Amoco Cadiz, échoué sur les côtes de Bretagne, où on avait eu tout simplement une catastrophe civile. Et donc, comme on n'avait pas d'image, on les prend. Ça, c'est déjà un exemple. Vous voyez, il faut faire pleurer dans les chaumières et il faut faire en sorte que les gens frissonnent, tremblent et vous approuvent sentimentalement, sans réfléchir. Et donc, il y a eu énormément de médias mensonges de ce type. Ce qui est intéressant, c'est que le livre que j'ai publié en janvier 92, qui faisait donc l'analyse de tous ces médias mensonges,
Ce livre a connu un grand succès et à l'époque, il a été complètement censuré par les journaux et les médias français que j'avais analysés. J'avais mis carrément les doigts dans le nez, j'avais mis carrément les pieds dans le plat en montrant les mensonges de ces médias. Évidemment, ils ont refusé tout débat. Le seul, je dois le dire, qui a accepté le débat, c'est la RTBF, la radio-télévision publique belge, où là, on a même publié dans la revue interne de déontologie des journalistes, où des gens comme Tyran, Jespers, etc., sans être d'accord avec moi, ont accepté des débats et on a fait la part des choses pour voir comment on se faisait piéger par les États-Unis. Donc maintenant, il n'y a plus du tout ça, c'est la censure totale. Depuis 10 années, je suis exclu aussi de la RTBF. Et donc, on doit se demander pourquoi ces médias ont tellement peur du débat sur les images et sur la vérification des infos. Il n'y a pas eu que l'Irak. En réalité, et ça je l'avais montré aussi dans un autre livre, chaque guerre est précédée d'un grand média mensonge. Ici, vous voyez un navire de guerre des États-Unis dans la baie du Tonkin, près du Vietnam. Et un beau jour, les États-Unis, qui cherchaient un prétexte, ont déclaré que leur navire avait été agressé par la marine nord-vietnamienne, qu'ils avaient subi des tirs et que donc ils avaient dû riposter. Et la riposte a permis au président des États-Unis de lancer d'obtenir des crédits et de lancer des troupes énormes à l'assaut du Vietnam qui allait souffrir pendant des années et des années. Cette guerre a duré de 61 à 75. Et donc là, les médias n'ont pas bougé, n'ont pas dit mais c'est fake news cette histoire-là et le peuple vietnamien a subi un martyre. Et donc, on a eu le même genre de fake image avec Timișoara en 1989. On nous a dit, voilà, le régime roumain a torturé et assassiné, et on a retrouvé à Timișoara un charnier où il y a des centaines de cadavres, et en réalité, c'était seulement une morgue. C'était pas des cadavres qui avaient été torturés. On retrouvait, excusez-moi, des cadavres morts déjà depuis longtemps et pas seulement quelques jours. On montrait une femme avec son bébé sur le ventre, qu'elle avait été torturée et assassinée avec son bébé. En réalité, les deux corps n'avaient pas du tout la même couleur, n'étaient pas morts au même moment. C'était une totale mise en scène. Le journal Solidaire à laquelle je travaillais à l'époque, dirigé à l'époque par le docteur Chris Merckx, avait tout de suite dit mais ça c'est pas normal parce que ces cadavres sont recousus. On voit clairement qu'ils sont recousus du menton jusqu'au pubis et donc ça ne correspond pas avec des cadavres déchirés à la baïonnette. C'est comme ça que ça se pratique en fait les autopsies dans tous les hôpitaux du monde en cas de décès suspect, suicide, accident, meurtre, etc. Donc, c'était vrai ça. Et on a été traité à Solidaire de fantaisistes, de complotistes, d'amis des dictateurs, etc. pour avoir dit ça. Et 3 semaines plus tard, quand un journal allemand a dit oui, Timișoara c'est une fake news, alors tous les médias qui s'étaient moqués de nous ont dit « Ah oui, c'est vrai, on s'est fait piéger, on s'est fait avoir, etc. » sans réfléchir pourquoi, mais ils ont promis solennellement qu'on n'allait plus le faire. Et 2 ans plus tard, on a eu la même chose avec l'Irak et les couveuses. Donc on a un vrai problème. Et on a, après Timișoara, on a eu l'invasion de Panama, qui a été sous prétexte que c'était après Timișoara, oui, non avant, excusez-moi, c'était avant. Et on a eu l'explication qu'il s'agissait d'arrêter le président du Panama qui était un trafiquant de drogue, ce qui était vrai, mais il était jusque-là protégé par les États-Unis et le jour où il s'est tourné contre les États-Unis, a voulu être plus indépendant, alors on a fait une invasion militaire pour le destituer. L'invasion US a été terrible et comme il y avait une résistance populaire, on a carrément rasé tout un quartier que vous voyez ici. Donc, encore des fake news et des images et pas de bilan médiatique sur ça à ce moment-là.
On a eu la Somalie ensuite, avec une grosse mise en scène du French Doctor Bernard Kouchner, qui venait poser là avec un sac de riz et plein de télévision, qui le filmait en faisant bien attention de ne pas se prendre les pieds dans les câbles des télés qui le filmaient. Et en réalité, c'était l'idée, voilà, on fait une intervention humanitaire occidentale pour apporter du riz aux pauvres Somaliens qui crèvent de faim. Et donc, voilà, Kouchner, c'était un spécialiste des fake news. Il a après fabriqué des images complètement fausses de soi-disant camps de concentration pour justifier la guerre de l'OTAN contre la Yougoslavie. Le jour où je l'en ai accusé, Bernard Kouchner, il m'a envoyé une lettre par le bâtonnier de Bruxelles en disant « Retirez de votre site, j'avais publié un article, Bernard Kouchner mentait ». Et il m'avait envoyé une menace en me disant « Je vous fais un procès si vous ne retirez pas l'article tout de suite ». J'ai répondu « Je retirerai l'article et je m'excuserai et je publierai tout volontiers si vous acceptez un débat public dans lequel vous persuadez les gens qu'effectivement je me suis trompé et que vous aviez raison ». Et après, on n'a plus jamais entendu parler de Bernard Kouchner, de la plainte et de son avocat. C'était déjà un menteur professionnel, un organisateur de médias mensonges, je le répète. La Yougoslavie a été un autre exemple. Je m'excuse pour les images, mais on doit regarder aussi les choses en face. Quand on a déclenché la guerre contre la Yougoslavie, il fallait un prétexte, parce que le gouvernement yougoslave était tout à fait d'accord de négocier, de trouver des solutions, mais il y avait une guérilla en Kosovo qui commettait des atrocités contre aussi non seulement la police, mais aussi des civils et des gens qui faisaient des mariages mixtes et qui voulaient un nettoyage ethnique du Kosovo en fait. Et les États-Unis ont d'abord dit que cette guérilla c'était des terroristes, et puis quelques mois après ils ont dit que c'était des combattants de la liberté et qu'il fallait les soutenir et par des bombardements militaires détruire les infrastructures de la Yougoslavie. Le média mensonge qui a justifié cette chose-là, c'est que les Serbes auraient massacré des civils et on avait présenté une série de cadavres dans un fossé près du village de Račak. Et ça, c'est ce qu'on nous a dit. Mais en réalité, il y avait plusieurs choses qui ne correspondaient pas dans cette histoire. La première photo en haut a été prise le matin avec une lumière très basse et vous voyez que cette victime n'a pas de bonnet, que la tête est nue et déformée, désolé pour les images. Dans la deuxième, on voit en réalité qu'il a un bonnet qui est incroyablement propre et qui n'a pas été soufflé par les tirs comme le reste de la tête et qui n'a même pas été souillé. Et dans la troisième image, on voit un certain William Walker qui est le chef des observateurs internationaux. Et ce William Walker a fait sur place un témoignage qui a été largement relayé par tous les médias occidentaux en disant voilà les erreurs qui sont commises, nous devons intervenir. En réalité, dans le livre Monopoly, l'OTAN à la conquête du monde, j'avais réfuté cette histoire de Račak. J'avais montré que William Walker était un personnage extrêmement louche qui en réalité travaillait pour la CIA. Il avait été conseiller pour l'Amérique latine d'abord. Il avait été un des responsables de l'opération Contragate par laquelle le président Reagan, qui était bloqué par un refus du Congrès des États-Unis, avait financé un trafic de la drogue de la CIA pour payer des armes aux Contras du Nicaragua et semer la terreur pour renverser le gouvernement de gauche. Ça a été reconnu. William Walker a été accusé par le procureur Lawrence Welch d'être un des rouages clés de cette opération terroriste. Et ensuite, Walker a été ambassadeur au Salvador, où les escadrons de la mort faisaient régner la terreur. Ils avaient été formés aux États-Unis et Walker les a protégés. Il a été attaqué pour ce faire par des jésuites des États-Unis. Bref, Walker était un menteur professionnel et un provocateur. Ça a été dit aussi par un journaliste du Figaro, Renaud Girard, qui a expliqué que tout ça était une mise en scène de la CIA
mais c'est malheureusement venu plus tard. Et Renaud Girard disait, ben, ce sont les Serbes eux-mêmes qui ont invité les journalistes à Ratchak pour prendre les photos. Ce qui s'était passé, c'était un combat de l'armée serbe et de la guérilla albanaise qui avait perdu, il y avait des victimes, et on a travesti ces victimes en civil pour faire croire qu'il y avait des massacres délibérés sur les civils. Voilà, d'ailleurs, la médecin finlandaise que vous voyez ici, qui avait, je vais citer, qui avait cette médecin légiste, elle avait été envoyée sur place pour analyser les corps et déterminer si c'était un massacre des civils ou des combats, comme le disait Belgrade. Et en fait, elle a publié ses mémoires en 2008-2009 et elle a expliqué que on avait donc chargé d'enquêter et de faire un rapport qui a été remis au tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie. Les États membres de l'Union européenne ont reçu le rapport, mais ils n'étaient pas contents et elle a été mise sous pression par le ministre finlandais des Affaires étrangères, Torstila, qui lui a demandé de retirer de son rapport des commentaires et qui lui a demandé de beaucoup plus pousser en disant que c'était des crimes contre l'humanité. Et elle a dit, je devais expliquer que c'était des exécutions et que c'était des coups de grâce. Et elle a voulu s'en tenir aux conclusions de la médecine légale et ne pas rentrer dans des conditions politiques, dans des considérations politiques. William Walker, le chef de la mission de surveillance dont on vient de parler, était furieux des conclusions de son rapport et a brisé son stylo devant elle, tellement il était furieux qu'elle n'écrivait pas ce qu'il fallait. Donc, ce sont des leçons importantes des précédents historiques, parce que là, les images qui nous arrivent, on ne peut pas tout vérifier. On n'a pas le temps, ça demande un énorme travail d'enquête, je vais y revenir, mais on peut tirer les leçons du passé, qu'à chaque guerre, j'insiste, à chaque guerre, et je mets au défi n'importe quel journaliste des médias mainstream d'accepter un débat public sur cette question. À chaque guerre, on nous a menti, on nous a sorti des images qui étaient fausses et on a utilisé l'émotion pour nous emmener dans une guerre qui en réalité fait beaucoup plus de victimes, beaucoup plus de souffrances et qui aggrave les problèmes alors qu'il faut toujours essayer de négocier. En réalité, la leçon qu'on peut tirer de cette chose-ci, c'est qu'une image peut tromper de diverses manières. Enfin, pas l'image elle-même, mais la manière justement dont on la présente, dont on la commente, ce qu'on lui fait dire. Une image peut tout simplement avoir été prise ailleurs que là où on nous dit. Elle peut aussi avoir été prise à un autre moment, avant, dans une période calme. Elle peut montrer en réalité des agresseurs et des victimes en agressant. Ceux qu'on présente comme les agresseurs peuvent être les victimes et inversement. On peut aussi couper et ne pas montrer ce qui s'est passé juste avant dans les images ou juste après, qui donnerait une autre vision et un autre contexte. On peut tout simplement truquer des images avec Photoshop et en réalité, il y a toute une industrie qui s'est développée autour de ça. Et maintenant, avec Facebook et Twitter, c'est encore plus développé. Et on a de faux comptes, des pseudos, des gens qui n'existent pas, qui diffusent des fausses images. Et s'ils se font prendre, c'est pas grave. De toute façon, le compte disparaît, il réapparaît sous un autre nom. Et on a provoqué une émotion, et c'est ça qu'on veut faire en fait. On ne cherche pas du tout la vérité, on veut persuader l'opinion que telle guerre, tel coup d'État est juste.
est évident que le gouvernement actuel en Ukraine cherche à opérer le plus large rassemblement. Donc il ne prend pas seulement ses partisans, il essaye de rassembler. Et parmi ces éléments de rassemblement, il fait appel à des gens, je dirais, qui ont pignon sur rue. Mais je comprends tout à fait ça. Maintenant, quand on accuse ce gouvernement d'être d'extrême droite, c'est faux. C'est faux. Il y a 3 membres du parti Svoboda, qui est un parti plus à droite que les autres, mais l'extrême droite n'est pas au sein du gouvernement. Je ne sais pas si je peux montrer quelque chose à l'écran, j'espère qu'on va le voir. Oui, pour ceux qui nous voient à la télévision. Ouais, je vais décrire pour les autres, c'est pas très compliqué. Ce monsieur est le président du parti Svoboda Liberté, qui a donc le tiers des sièges du gouvernement ukrainien. On le voit faire un très joli salut nazi. Le même monsieur a été mis en 2012 dans le top 10 des antisémites du centre Simon Wiesenthal. Il était avec les Iraniens. Pourquoi ? Parce qu'il a gentiment déclaré, ce monsieur, qu'il fallait purger 400 000 juifs en Ukraine. Il fallait s'attaquer à la mafia juive moscovite. En 2005, il fait une lettre ouverte où il dit qu'il faut stopper les activités criminelles de la juiverie organisée. En 2012, le quart des députés israéliens, 25% de la Knesset, écrit à Martin Schulz au niveau du Parlement européen en disant il ne faut pas s'associer avec ce parti-là qui est un parti néo-nazi. Qu'est-ce qu'on a vu il y a 3 semaines ? On voit Laurent Fabius qui le rencontre et qui négocie avec. Mais c'est quoi ce délire ? C'est ça nos valeurs au niveau de l'Union européenne ? On a un gouvernement putschiste, elle est la dernière. On voit une partie des manifestants, évidemment qu'il y avait plein de manifestants pacifiques. Ça, c'était une partie aussi des forces d'autodéfense des manifestants ukrainiens où on voit quelqu'un avec un fusil en train de tirer sur les forces de l'ordre. Je rappelle que Maïdan, c'est 500 policiers hospitalisés, dont 150 pour des blessures par balle, dont 17 sont morts par balle. Donc vraiment, il y a eu une espèce de coup d'État là-dedans. Je rappelle que le tiers du gouvernement actuel ukrainien est composé de ces personnes-là, de ces néo-nazis, donc qui ont été rencontrés, qui discutent avec Catherine Ashton, dont on parlait tout à l'heure. On trouve ça normal. Moi, c'est sûr que je comprends un petit peu les Russes. Cette idéologie-là, ça fait 27 millions de morts en Russie. On a un peu tendance à l'oublier. C'est sûr qu'ils sont un petit peu sensibles sur la question. C'est très drôle. Donc ça, c'est le logo actuel de Svoboda, un trident, mais en 1991, ce qu'a sacré, c'est ce logo-là. Ça, c'est le logo de la Waffen-SS d'Ice Reich. C'est évidemment un symbole néo-nazi. C'est la Volksangel qui est pris de la même façon. Ça a été dit dans les médias. On n'a pas tué le fait qu'il y ait on vient de dire il y a 2 secondes que ce parti, non pas d'extrême droite, néo-nazi. Parce que là, il y a aussi une amalgame qui vient d'être faite et qui je trouve scandaleuse avec le Front National. Je voudrais continuer 2 secondes. Excusez-moi. On a compris. C'est pas la peine de multiplier les preuves. Non, excusez-moi, Daniel. En Europe, un pays où on réinhume des Waffen-SS dans une église, avec les honneurs militaires. Non, vous pouvez revenir sur la photo que vous montrez. Mais oui. Qu'est-ce qui se passe là ? Là, ils ont retrouvé les cadavres de Waffen-SS de la guerre. Ils les réenterrent avec les honneurs militaires. Ouais, non, mais oui, monsieur, quelle importance. Mais 2 petites secondes, s'il vous plaît. Il y a 3-4 photos. Ici, on voit donc les gens dans l'église avec les habits de Waffen-SS. Ici, on voit donc le défilé à la sortie de l'église des Waffen-SS, août 2013. Et donc, on est bien dans août 2013. On est bien dans des manifestations organisées, selon vous, par Svoboda. Mais attendez, c'est pas organisé par Svoboda. Donc là, excusez-moi. Je vous demande. Voilà, pour être précis. Non, est-ce qu'on est dans des manifestations ? Tout à fait. Ici, vous avez Oleg Pankiewicz, député de Svoboda, qui fait un discours à l'honneur des Waffen-SS. Vous le voyez ici, il est
député de Svoboda, août 2013, en effet, dans la région de Lviv. Mais c'est vrai Je voudrais pas que vous fassiez croire que les médias n'en ont jamais parlé. Là, vous avez un discours comme quoi tout ça se serait caché. On a eu plein de reportages pour dire oui, il y a des gens proches des néo-nazis. Le tiers du gouvernement ukrainien qui est dans un parti qui se révèle ouvertement de l'idéologie néo-nazie. Le tiers du gouvernement? C'est le tiers du gouvernement. Il y a 19 membres. D'accord. Il y a 19 membres. Il y a 19 membres. J'ai pas fini. Cette fois encore, ils n'ont pas dérogé à ce qui est devenu une tradition dominicale. Quelques 70 000 manifestants se sont retrouvés place de l'Indépendance à Kiev. Sur la scène, un visage connu, Bernard-Henri Lévy. Il y a un truc qui me fait marrer quand même, de voir Bernard-Henri Lévy soutenir des manifestants qui sont encadrés par des néo-nazis. Là, je dois dire que... Encadré. Ah bon. Alors, moi, excuse-moi, et armé par des néo-nazis. Le philosophe français décrit cet épicentre de la contestation contre le président Yanukovych. Je n'ai pas vu de néo-nazis, je n'ai pas entendu d'antisémites, j'ai entendu au contraire un mouvement incroyablement mûr, incroyablement déterminé et très profondément libéral. D'où vient cette violence? Alors on dit qu'elle est en marge de la manifestation des Gilets jaunes, certains disent qu'elle est au cœur de la manifestation des Gilets jaunes. Comment est-ce que cette boîte de Pandore a-t-elle été ouverte aujourd'hui, en 2019, Bernard-Henri Lévy? Mais écoutez, comment est-ce qu'elle a été ouverte? Il y a beaucoup de responsabilités, mais en tout cas, certainement pas aux marges. Parce que c'est des violences, malheureusement, violences contre les journalistes, violences contre les policiers, violences contre la représentation nationale. Elle a commencé dès le premier acte de ce mouvement. Et la violence contre les juifs, les slogans antisémites, c'est comme le terme de ce mouvement, l'aboutissement de cette distillation. On commence par le référendum d'initiative citoyenne et on finit avec l'antisémitisme. On commence avec Rousseau et on finit avec Doriot. Mais c'est pas les marges, ça. C'est le cœur du mouvement. Le parti Svoboda est né en 1991 et s'appelle le Parti national social d'Ukraine. Il a des références explicites avec évidemment le Parti national social allemand, donc le parti nazi, il en prend le même nom. National-socialiste. Ouais, c'est le Parti national socialiste. Il se revendique tout à fait de ce niveau-là. C'est créé par Oleg Tyanibok, c'est exactement aujourd'hui le même président de ce parti. L'intellectuel du parti, qui est aujourd'hui député et très en vue de Svoboda, a créé le centre d'études politiques Joseph Goebbels. C'est un spécialiste de la prise du pouvoir. Non mais effectivement, quelle importance? Il n'y a aucune importance.